Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Toujours encore un plaisir d'être avec vous dans cette émission majuscule Propos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique et surtout, on va parler de la sécurité alimentaire sur le continent africain. Un continent, tout comme le reste du monde, fait face aux défis liés à la sécurité alimentaire. L'Afrique, considérée comme continent solution par rapport aux défis auxquels fait face le monde, notamment en matière d'opportunités, en matière de climat, en matière de solutions par rapport au climat. Cette même Afrique souffre, en tout cas au plus profond des questions liées à la sécurité alimentaire. Une sécurité alimentaire aujourd'hui qui fait face également aux défis liés au climat. Aujourd'hui, nous allons examiner les défis et surtout les opportunités que présente le continent africain par rapport à cette question. Nous allons voir dans quelle position se trouve l'Afrique aujourd'hui pour apporter des solutions avec notamment le Rwanda qui aujourd'hui accueille un forum pour ce qui est de l'année 2024, un forum sur les systèmes alimentaires en Afrique et qui, forum, appelle aux efforts, en tout cas pour transformer les systèmes alimentaires de manière globale sur le continent africain. Comment est-ce que les partenaires, les différents partenaires, gouvernements, société civile, organisations non gouvernementales travaillent de commun accord pour apporter des solutions, en tout cas efficaces à cette question. Dans ces studios, nous sommes avec le docteur Sam Kanyamibwa. Il est expert en environnement, donc environnementaliste. Il est également fondateur et CEO du groupe de ARCOS, une organisation non gouvernementale qui se focalise sur le climat et surtout qui apporte des solutions, des pistes de solutions sur le climat. Tout à l'heure, nous serons également rejoints par un autre expert dans le domaine du business. Mais tout d'abord, permettez-moi d'accueillir le professeur Sam Kanyamibwa, le docteur Sam Kanyamibwa. Bienvenue, docteur. Déjà pour commencer, la situation actuelle sur le continent africain, la sécurité alimentaire est-elle au centre des préoccupations des décideurs, aussi bien au niveau des gouvernements, mais également au niveau des organisations non gouvernementales et autres acteurs? Merci beaucoup, cher Monsieur Sabiti, pour aussi organiser cette conversation qui est très importante sur la sécurité alimentaire et surtout sur le système alimentaire. Comme vous le savez, l'Afrique est un continent qui dépend beaucoup des ressources naturelles et surtout de l'agriculture, étant donné que presque 80% de la population sont des agriculteurs. Donc, il est important de bien gérer son système alimentaire. Il faut noter aussi que la population africaine augmente beaucoup par rapport à d'autres continents. Aujourd'hui, on comptabilise 1,3 milliard d'habitants. D'habitants d'Afrique. C'est le monde entier, mais l'Afrique particulièrement, la population augmente beaucoup. Donc c'est un système qu'il faut gérer, surtout étant donné des défis que nous avons au niveau du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, surtout que quand il y a cette pression sur le système naturel, évidemment, il y a des dégradations et tout ça va décliner avec le temps. Donc, il faut avoir des mesures appropriées pour faire face à ça. Il faut avoir des mesures, mais si on doit avoir des mesures, est-ce que en Afrique, les gouvernements semblent porter le poids de tous les défis auxquels font face nos sociétés? Est-ce que c'est une question
dont les décideurs au niveau des gouvernements, à eux seuls, peuvent porter à bras le corps? Ou est-ce qu'il y a des mains suffisantes, des bras suffisants pour justement gérer cette question et surtout la gérer comme il se doit? Il faut noter qu'au niveau des gouvernements d'abord, il y a beaucoup d'engagements, de décisions, que ce soit au niveau international. Ouais. Il faut voir par exemple la COP 28 qui s'est tenue en Arabie Saoudite la dernière fois. Il faut voir aussi au niveau de l'Afrique, l'accord de Mabalo la dernière fois au Mozambique, qui a vraiment l'année dernière à souligner, à engager les gouvernements à prendre des mesures bien appropriées, surtout engager tous les secteurs, surtout le secteur privé, parce que il faut des investissements appropriés. Ce n'est pas seulement les gouvernements, bien sûr, qui vont gérer la question, mais il faut aussi les investisseurs, le secteur privé, mais aussi les jeunes. Il faut noter que l'Afrique a beaucoup de jeunes, et donc les mesures ne peuvent pas se limiter seulement au niveau des gouvernements, au niveau des fermiers, mais aussi à tous les secteurs de la société. Justement, à ce propos, nous accueillons le professeur Egide Karuranga. Il est analyste en stratégie de business. Il a été enseignant à l'université Laval au Canada. Il enseigne également dans différentes universités ici au Rwanda. Il est également dans le monde du business. Bienvenue, professeur. Un plaisir d'être avec vous. Professeur, la question reste posée. Aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire pour vous est une question qui reste, c'est une question centrale qui reste vraiment au centre des intérêts des pays sur le continent africain. Est-ce que c'est une question qui ne fait pas dormir les autorités au niveau du gouvernement et d'autres partenaires? Bon, je commencerai par dire que c'est plutôt une question mondiale parce que même les gouvernements en Occident, ils font face à cette question. Ouais. Au Canada, aux États-Unis, des pays qui sont très riches, on a des groupes de population qui sont mal nourris ou sous-alimentés. Mais quand on arrive à l'Afrique, la question se pose de façon plus accrue, de façon plus sérieuse parce qu'il y a d'une part la notion de productivité, mais en toile de fond, quand on parle de sécurité alimentaire, les chercheurs, la plupart des travaux de recherche qu'on a s'orientent vers 4 pistes. Ouais. Il y a d'abord l'accessibilité, et il y a le contenu même de l'offre, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de manger, il faut manger bien. Ensuite, il y a le truc, la disponibilité. Et quand on parle de disponibilité, il y a la question de disponibilité à long terme. C'est pas, des fois en Afrique, on a ce problème de saison où on a une surproduction qu'on ne peut pas stocker et il s'ensuit des périodes de famine parce qu'on n'a pas su rendre la production disponible sur un temps assez long. Et enfin, le quatrième volet sur lequel les gens s'attardent, c'est toute la notion de politique, ce qu'on appelle agency en anglais, c'est toutes les questions d'administration, de politique publique qui sont, je vais dire, conducives, qui conduisent à assurer les 3 premiers critères. Donc, il faudrait voir ça dans ce cadre-là et de voir pour chacun des critères énumérés, les 4, l'Afrique fait quel score, les pays font quel score, au niveau de l'accessibilité, de la disponibilité, et de la disponibilité à long terme, et au niveau de l'administration, donc toutes les questions de politique publique. Et surtout, il y a une déformation anglophone, l'adéquatie, c'est la façon de répondre aux besoins réels. Quand je parle de besoins réels, pour ceux qui nous écoutent, c'est que l'alimentation est faite principalement de 3 étages, les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Ensuite, toutes les questions d'énergie là, qui font qu'on soit solide et qu'on puisse bouger. Et toute la question de digestion, donc de fibres d'aliments qui correspondent aux 3 critères. Donc quand on parle de la valeur nutritive, il faut s'adresser à ces 3 volets principaux.
Ça, c'est très important. Justement, tout à l'heure, je posais la question de savoir, il y a les priorités de nos gouvernements par rapport aux besoins de nos pays. Maintenant, l'ensemble de nos gouvernements font également un seul bloc qui s'appelle l'Union africaine. Est-ce que dans les politiques mises en avant par l'Union africaine, la question de l'alimentation et surtout la question de la sécurité alimentaire porte-t-il le poids qu'il se doit, comme d'autres dossiers, par exemple en matière de diplomatie, en matière de sécurité en termes des conflits sur le continent? Est-ce que nos autorités prennent à bras-le-corps cette question sur le continent? Je dirais que théoriquement, oui. Parce que théoriquement, si on regarde les textes des déclarations, la stratégie africaine, les textes sont très bien. Comme je disais, il y a eu, donc ceci a commencé en 2003, et puis 2023, ils ont eu une révision de la stratégie. Ils ont constaté qu'il faut surtout engager la partie privée, le secteur privé, qui manquait, mais aussi engager les jeunes. Il y a aussi l'appel à tous les pays de faire des financements jusqu'à 10% du budget national. Et ceci ne s'est pas manifesté dans tous les pays. Il y a certains pays où ça reste derrière. Donc le côté financier, le côté formation, engagement des populations au niveau technique, au niveau surtout d'avoir des innovations pour confronter les défis au niveau changement climatique, pour confronter justement la production qui soit à la hauteur de la population qui augmente. En d'autres mots, comment produire plus alors que la surface n'augmente pas? Il faut avoir beaucoup d'innovation, sinon le système décline avec le temps. Donc, il y a beaucoup d'enjeux et c'est pour ça que, en fait, quand on parle du système alimentaire, de la sécurité alimentaire, il faut avoir tous les aspects. L'aspect économique, pour que les populations qui sont des agriculteurs puissent générer des revenus, qu'ils puissent avoir des positions financières qui soient respectables. Mais aussi, il faut des aspects environnementaux, surtout au niveau climatique, au niveau de ne pas dégrader le système agricole avec la pollution, avec les pesticides, les engrais, tout ça, il faut bien gérer. Et puis au niveau social, parce qu'on voit que certaines couches de la société, comme on disait au professeur Egide, il y a des populations qui n'ont pas assez à manger, alors qu'il y a d'autre côté un problème de déchets, de consommation qui conduit à beaucoup de pertes. Il a même signalé la question de la gestion, même de la production, à travers, disons, les différentes périodes de l'année. La gestion après la récolte. Après la récolte. Qui est un défi énorme au niveau, quand on regarde au niveau rural. C'est un grand problème parce qu'on peut d'un coup avoir des récoltes. On ne sait pas gérer. Quand vous allez au niveau rural, vous pouvez acheter des produits à bas prix. Et quelques mois après, il y en a plus. Les pauvres gens qui vendaient ça, ils n'ont rien. Ça, c'est un fait qui est malheureusement observable aujourd'hui. Professeur Egide, des gens qui avaient des produits à bas prix à une certaine période, comment vous, expert en stratégie du business, parce que aussi la gestion de la récolte, la gestion de la production, ça fait partie aussi des enjeux. Est-ce qu'avons-nous des stratégies viables
Oui, bon, on peut peut-être commencer par un exemple récent. Récemment, il y a eu une bonne pluviométrie dans la saison A de cette année, de l'année passée. Et il y a eu beaucoup de maïs produit à travers tout le pays. Donc, conséquence, le prix du maïs est descendu jusqu'à 200 francs le kilo. Alors, le paysan, qui n'a pas beaucoup d'autres choix, il a vendu son maïs à 200 francs. Mais 6 mois après, il va le chercher à 600 ou à 700 francs et le kilo de farine n'a pas baissé pendant que sa récolte lui baissait. Donc là, c'est tous les mécanismes de la chaîne de valeur. Dans ces mécanismes de la chaîne de valeur, l'une des solutions qui est souvent mise en avant et qui, au Rwanda, heureusement, est en train d'être implantée, c'est la notion de stock de sécurité. Donc, comment on fait un stock de sécurité pour le carburant, parce qu'il vient de l'étranger, on pourrait s'imaginer aussi qu'un stock de sécurité pour le maïs fonctionne. Et je pense que le gouvernement rwandais a pris les bonnes dispositions pour, je ne sais pas, chercher 7 ou 8 produits, je ne sais pas le chiffre en tête, pour lesquels on devrait avoir un stock stratégique où on achète la récolte à un prix qui est raisonnable pour le paysan, qui après, le stock va réguler les prix sur le long terme. Donc on touche la question de l'accessibilité, de la disponibilité à plus ou moins long terme. Et c'est une façon d'adresser les problèmes qui sont liés à la chaîne de valeur. La deuxième solution, au-delà du stock de sécurité, c'est l'investissement sur la chaîne de valeur dans les systèmes de stockage de valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on produit le maïs, on devrait pouvoir faire la farine qui, elle, peut être stockée à plus ou moins moyen terme au lieu du maïs qui est consommé quand il est produit. Donc, les stratégies de réduction des déchets ou des rebuts ou des rejets, ce qu'on appelle les pertes après récolte, les post-harvest losses, ça, c'est les pertes après récolte, en moyenne, se situent autour de 40% dans beaucoup de pays. Donc 40%, c'est beaucoup. C'est-à-dire que le paysan, lui, il reste démuni et livré à lui-même parce qu'il a déjà perdu 40% à la récolte. Qui, à cause pour le maïs, le cas du maïs, c'est les aspects de séchage et de conditionnement. Pour le manioc, c'est pareil. Il ne sait pas comment stocker son manioc quand il le produit. Donc la moyenne des pertes après récolte se situe dans beaucoup d'études à 40% en Afrique. Et ça, c'est préjudiciable. Donc, il faut adresser la question de stockage pour la sécurité et la disponibilité, mais adresser aussi la question de pertes post-récolte. Aujourd'hui, en commençant mon émission, j'ai dit que l'Afrique était présentée comme un continent solution parce que on parle de l'Afrique subsaharienne qui présente 60% des terres arables. Donc c'est une opportunité, mais en même temps, certains pessimistes vous diront que c'est en même temps le malheur du continent africain, opportunité ou solution qui présente malheureusement des problèmes. Docteur Kanyami Buka, comment comprendre avec cet immense potentiel, 60% des terres arables sur un continent qui compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants et que la question de la sécurité alimentaire reste encore criante? C'est vrai que c'est l'opposé des pays développés en Europe. Alors, on voit à peu près 4,5-5% de la population sont dans l'agriculture et nourrissent tout le monde. C'est l'inverse en Afrique, où on a à peu près 80% presque des fermiers, ils nourrissent tout le monde. Et comme vous le disiez, ils sont dans des conditions qui ne sont pas encourageantes. C'est un défi parce que justement, les techniques de production restent médiocres. La maîtrise de la production, ce qu'on disait, toute la chaîne en fait. Elle souffre. Elle souffre depuis les semences qu'on utilise, qui ont des problèmes au niveau génétique. Depuis, disons, même si on a des terres, il faut voir aussi l'état de ces terres. Avec le temps, la dégradation, l'état de ces terres. Et puis, quand on regarde justement la production, comment la terre est maximisée pour produire à son optimum, ce n'est pas vraiment assez.
Et quand on regarde l'agriculteur, le bénéfice qu'il en tire avec le marché, c'est très médiocre. Et après, donc, après la production, donc la après-production, ce qui se passe pour le fermier, ce qu'on disait. Et donc, toute la chaîne, en fait, ça n'avantage pas le fermier, l'agriculteur. Donc, est-ce que les méthodes, par exemple, les méthodes appliquées aujourd'hui, c'est vrai, d'un côté on a les terres arables, mais est-ce que les méthodes des cultures s'adaptent-elles à la réalité actuelle aussi? Est-ce que y a-t-il des recherches au préalable effectuées pour des cultures ou des méthodes des cultures qui s'adaptent justement au contexte actuel, avec notamment la question liée au changement climatique? Est-ce qu'on tient compte de tout ça ou on reste dans une manière de faire qui ne s'accorde plus avec la réalité? Il y a des recherches qui se font, même au niveau de l'Union africaine, il y a beaucoup d'engagement pour renforcer des capacités, pour avoir des structures de recherche. Mais il faut voir comment ça atteint le petit paysan. Parce que pour que ceci soit bien vulgarisé, pour que ça atteigne le paysan, il faut justement des moyens. Il faut avoir des moyens financiers. Comme je disais tout à l'heure, l'appui financier qui doit accompagner des politiques ou bien des recherches pour que ça atteigne le paysan, c'est très minime. Quand on regarde dans les campagnes, les capacités d'extension pour bien accompagner les paysans, les fermiers, c'est encore très limité. Par exemple, mon organisation, en Corse, nous travaillons avec 60 000 agriculteurs, fermiers, des familles. Et quand on regarde comment ils ont besoin d'assistance technique pour qu'ils améliorent leur production agricole, c'est énorme, c'est énorme. Et pourtant, quand ça se passe, ça donne vraiment des résultats encourageants. Donc, on a un long chemin à faire parce que quand on regarde justement les enjeux qu'on a, la petite terre peut produire davantage, peut produire de façon durable, mais il faut avoir des connaissances, il faut être bien informé, il faut un petit investissement, et ça, ce n'est pas sur place. Professeur Egide, à cette question-là, vous êtes professeur, vous êtes aussi dans la recherche. Comment faire à ce que ces grandes recherches que vous présentez aux décideurs politiques pour justement aller venir avec des stratégies, comment faire pour que le petit peuple dont le docteur Sam parlait puisse acquérir, comprendre justement que les choses ont changé, que la manière de faire a changé, et de s'adapter et permettre à ce petit peuple à se hisser au niveau des connaissances et des pratiques? Bon, alors, vous parlez à un professeur d'optimisation, donc si on prend le problème sous l'angle de l'optimisation de la chaîne de valeur, oui. Optimisation pour le commun des mortels, c'est notre capacité à prendre la décision la plus optimale possible à chaque étape, à chaque segment de la chaîne de valeur. Oui. Donc, quelle est la décision qu'on prend au niveau des semences? Ça, c'est une étape. Quelle est la décision qu'on prend au niveau des engrais? Quelle est la décision qu'on prend au niveau de la densité de plantation? Quelle est la décision? Donc, le monde, la chaîne de valeur est peuplée d'étapes, et à chaque étape, il y a des décisions à prendre. Alors, sans rester prisonnier de mes concepts, parce que c'est ça le... Oui, justement, c'est ces concepts que j'aimerais bien que vous puissiez nous aider. Comment est-ce que ces grands concepts arrivent-ils au bas peuple? D'accord. Donc, si vous comprenez que pour un professeur d'optimisation, la chaîne de valeur est faite d'une série d'activités sur lesquelles on prend une décision. Alors, elle est faite d'activités horizontales, donc semences, culture, tout ça, jusqu'à la récolte. Mais elle est faite aussi d'activités verticales, donc ce qu'on appelle des activités de support. Alors quand on prend les décisions, c'est sur toute la chaîne, depuis les semences, il faut éviter de prendre une décision sur l'engrais. On a eu beaucoup de programmes de soutien, de fertilisation, Monganire, etc.
mais on n'a pas l'équivalent au niveau des semences. Alors, une fois que vous ratez un segment de la chaîne de valeur, que vous ne prenez pas les meilleures décisions, ça affecte toute la chaîne. Toute la chaîne de valeur. Oui. Une fois que vous faites de bonnes politiques au niveau des fertilisants, tout ça, des engrais, programme Munganiles, tout est beau, mais que vous n'avez pas l'équivalent au niveau du post-harvest dans les opérations post-récolte, vous ratez le coche. Une fois que vous n'avez pas bien identifié vos activités de support qui sont verticaux sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire le transport, les cold rooms, là vous ratez la question. Donc, il faut une approche holistique du problème et s'assurer qu'à chaque étape de la décision, on prend la meilleure des décisions. Là, alors, après, vous me posez une question qui est relative aussi à un domaine qui m'intéresse, dans lequel je travaille, celui de l'innovation. Une fois qu'on a cerné la chaîne de valeur, qu'on a modélisé les processus, qu'on sait prendre les meilleures décisions, comment est-ce qu'on les transfère aux paysans? Alors c'est une question de dissémination d'innovation. En agriculture, il y a le concept d'extension, comme notre ami travaille avec les paysans. Tout le concept d'extension, c'est de transformer ce savoir que nous avons modélisé, que nous avons étudié dans nos laboratoires, que nous avons dans nos recherches arabes ou en aïeb, comment est-ce qu'on les transfère aux paysans? Une notion très simple, c'est-à-dire que la notion d'extension agricole, c'est le fait de transporter vers le Mouréngué, vers le secteur, un centre de démonstration. Parce que le paysan adoptera d'autant plus facilement ces nouvelles idées s'il peut les comparer à ce qu'il faisait, qu'il trouve un profit, s'il peut y toucher lui-même, et c'est la notion de démonstration et d'essai, s'il peut essayer, démontrer, et s'il trouve son compte, et si c'est pas, ça ne dérange pas son écosystème, si c'est pas tellement nouveau, une nouvelle semence de haricots, une fois qu'il l'a essayé en station et qu'il a trouvé les résultats, et qu'il a essayé un nouveau fertilisant, et qu'il a essayé une méthode de stockage, et qu'il le voit. Donc, il faudrait, à mon avis, qu'on ait à chaque Mouréngué, à chaque secteur, un centre de démonstration, une extension qui permet de faire cette pédagogie que nous voulons tous. Tout le monde la veut. Il n'y a personne qui est contre la vertu. Le problème, c'est comment la faire. Alors, comment la faire? Pour moi, le meilleur conseil que je donnerais aux gens qui sont actifs là-dedans, c'est d'avoir une extension, un service d'extension qui arrive à l'Oumouréngué et qu'on revienne à la notion d'agronome. L'agronome de, je ne sais pas quoi, d'Oumouréngué. Du secteur ou de la cellule. Qui est outillé pour transférer. Il faut qu'il soit, nous appelons ça en recherche, nous appelons ça des courtiers de connaissances. Nous avons besoin des courtiers de connaissances. Des courtiers, c'est des gens qui comprennent le concept, qui comprennent toutes ces techniques d'optimisation, qui vont transférer. Et quand ils vont transférer, il faut qu'ils soient près du peuple, auprès duquel ils transfèrent. Il faut que le peuple s'y retrouve. Et là, on aura fait notre travail. Sinon, on s'adresse à un petit segment. Aujourd'hui, on adresse notre segment demain. Il n'y a pas d'approche holistique. Et on rate souvent le coche, comme on dit en français, on rate l'occasion de changer de paradigme. Alors, ça s'applique à l'agriculture, ça s'applique à l'élevage, ça s'applique à tous les domaines dans lesquels nous sommes actifs. En tout cas, on comprend qu'il faudra beaucoup plus de pédagogie et surtout un accompagnement au jour le jour du paysan et surtout de l'agriculteur pour justement non seulement hisser ses connaissances, comprendre justement les enjeux et au niveau du secteur et au niveau du district jusqu'au niveau national afin d'avoir une sorte de synergie dans le travail qui est effectué. Mais justement, j'aimerais bien qu'on puisse aussi avoir un autre son de cloche. J'aimerais bien qu'on suive le docteur Canisius Kanangire. Il est directeur exécutif de AATF. Il présente également, en tout cas, il fait une topographie de la situation, de la question de la sécurité alimentaire sur le continent africain de manière globale. Après ces propos, on va revenir pour commenter cela. Il y a beaucoup d'obstacles dans le domaine agricole au niveau du continent africain actuellement. Le premier, c'est que nous avons un retard dans l'utilisation des semences sélectionnées. En général, lorsque vous considérez sur le continent africain, il y a seulement 20% d'agriculteurs qui utilisent les semences sélectionnées. On recycle ce qu'on a produit. Et ça, vous perdez progressivement la vigueur et les récoltes diminuent. Nous avons également
un problème dans les connaissances que nous utilisons. Nos fermiers ont besoin des connaissances et les services de vulgarisation ont été, je dirais, très affaiblis, très dépouillés des ressources. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie pour le Rwanda parce qu'il y a un effort d'amener les experts à côté des agriculteurs, mais ce n'est pas la même chose partout. La troisième chose, c'est l'accès aux finances. Il faut des investissements. La troisième, c'est l'accès aux infrastructures de base, comme les routes, comme les endroits de stockage, comme toutes ces infrastructures-là. On en a besoin pour que les récoltes ne périssent pas. Et ça, c'est quelque chose qui constitue un obstacle très sérieux. Et la quatrième, c'est maintenant les politiques. Les politiques qui sont en place ne permettent pas l'avancée rapide et l'utilisation des innovations qui sont produites par nos chercheurs au niveau du pays, au niveau global, par le système de recherche en agriculture en général, ou même au niveau des organisations privées qui investissent dans les recherches. Il y a beaucoup d'innovations, mais au niveau du continent africain, nous avons encore beaucoup de retard dans cette adoption-là, et ce retard-là constitue vraiment un frein à la réalisation de l'objectif de sécurité alimentaire. Par exemple, maintenant, nous sommes, je dirais, dans une révolution génétique. Si on a du retard à adopter des mesures de sécurité pour amener ces innovations aux agriculteurs au niveau du continent africain, bientôt ce sera passé. On va aller à une autre technologie, celle-là sera déjà obsolète. Passer à une autre technologie, nous prendrons le même retard et donc tout va passer. Et ça, on constate et on apprend du passé. On a été en retard sur beaucoup d'adoptions et ça, c'est un grand obstacle. Et je fais appel aux politiques et à ceux qui prennent des décisions, au secteur privé, etc. Nous devons absolument être à la page. Dans le domaine de nourriture et dans le domaine d'agriculture également. On ne doit pas être à la page seulement dans la téléphonie, dans l'Internet et quoi. Il faut également qu'on pense à ce que nous mangeons parce que vous utilisez les ordinateurs quand vous avez bien mangé. Voilà, le docteur Canisius Kananjire, docteur Sam, c'est très pertinent ce qu'il dit. C'est des questions fondamentales, des questions vitales pour le continent africain. Est-ce que le tableau qu'il vient de dresser, si on se montre pessimiste, est-ce qu'il n'est pas très inquiétant par rapport aux besoins du continent? Oui, ça dit qu'il y a des lacunes qui sont évidentes, mais en même temps, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas tard parce que, comme on disait, quand même, l'Afrique a des atouts, l'Afrique a des solutions, l'Afrique a de la terre, des jeunes, la force. Est-ce que tout ça, ce n'est pas théorique, docteur? Est-ce que tout ça, ça reste du potentiel? La jeunesse, la terre, des terres arables, je parlais tout à l'heure de 60% des terres arables, nous avons beaucoup, reste théorique, mais si on doit être pragmatique, est-ce que l'Afrique arrive, pourquoi n'arrive-t-elle justement à faire de ce potentiel justement une réalité pour qu'on cesse de dire ok, l'Afrique reste encore une fois en arrière par rapport aux autres. Il dit quelque chose de très important, les pays investissent beaucoup de choses, beaucoup dans la technologie, mais la technologie qui sert d'autres domaines et pas le domaine agricole, pourtant c'est vital pour tous qui conçoit. Non, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais comme je disais, ça ne veut pas dire que la situation ne peut pas changer. Je crois que de plus en plus, il y a quand même la conscience de la population. Moi, quand je vois, même quand on voit les acheteurs dans les marchés, on commence qu'il y a une certaine
conscience même de sélection des produits qu'on achète. Oui. Vous savez, quand on regarde les pays européens, il y a une révolution, une pression qui force les producteurs agricoles à produire, je dirais, des produits sains. Parce que la santé a été affectée de façon significative à cause de l'utilisation des engrais, etc., des produits chimiques dans l'alimentation, donc dans la production agricole. Ça affecte la santé humaine. Le fait qu'en Afrique, on soit le dernier continent à utiliser des engrais, des produits chimiques, pour moi, c'est un atout. Et si on peut exploiter ça pour qu'on pénètre d'abord le marché ici africain, dans le cadre de la commercialisation libre en Afrique, mais aussi en Europe, les produits africains sont encore sains. Et ça, c'est une chose qu'il faut peut-être, renforcer, se positionner au niveau international. Et c'est pour ça que l'attraction des investisseurs devrait en fait viser à ce que l'Afrique ne perde pas sa position, qui est encore, je dirais, saine. Et ça a des intérêts qui puissent être au niveau économique, au niveau de l'emploi, au niveau de la lutte contre le changement climatique. Il y a tous les bienfaits de bien produire organique, de bien produire vert. Et je crois que c'est un intérêt. Au lieu de dire, on a un problème de production, il faut produire beaucoup, il faut injecter beaucoup d'engrais qui va affecter la pollution, les rivières et tout le problème. Alors, on va devoir lutter contre ces problèmes, alors qu'on peut, si vous voulez, anticiper et bien gérer une production agricole qui soit saine. Production agricole qui soit saine, il a insisté, par exemple le docteur Kanangira, il insiste sur les semences sélectionnées. Ouais. C'est de là même que tout part de là. Est-ce que les semences qu'on utilise aujourd'hui, vous parlez des produits sains, ouais. Mais ça passe également par des semences sélectionnées. Ouais, ouais. Est-ce que ça c'est un domaine dans lequel des investissements conséquents sont apportés justement pour avoir des produits sains pour nos populations, des produits qui s'adaptent justement et au changement climatique et à la qualité de nos terres. Oui, absolument. Parce que surtout avec le changement climatique, il y a des variétés qui sont résistantes. Qui puisse être promu avec la recherche pour que même les produits, des variétés ou bien des espèces qui sont indigènes, la connaissance indigène est très importante. Il ne faut pas oublier que quand on parle de recherche, il y a aussi l'aspect traditionnelle, indigène, qui est très très importante. Ce sont des approches que vous, par exemple, dans votre travail au quotidien avec les populations au niveau local, est-ce que les approches traditionnelles ou indigènes, ça présente aussi ou ça représente des pistes de solutions à cette question? Oui, absolument, parce que les paysans, ils ont toujours eu des périodes par exemple, de sécheresse, où il y a des produits ou bien des variétés, des plantes qui puissent résister plus que les autres. Donc, il faut combiner au niveau de l'avancée technique, mais aussi sans perdre des connaissances indigènes. Ça, c'est très important. Professeur Egide, le docteur Kanangira, il est revenu sur la question des innovations. C'est également une des questions qui est au centre des discussions de Kigali avec ce forum où 5000 délégués discutent de cette question. Professeur, est-ce que les technologies, pourquoi
les technologies qu'on voit, les investissements dans le domaine des technologies qu'on voit aujourd'hui, c'est plus dans d'autres domaines que dans l'agriculture. Est-ce que c'est un secteur qui intéresse moins ou dont les conséquences ne sont pas ressenties de la même façon que d'autres domaines? Je ne sais pas. Je pense que les impacts sont plus ou moins équilibrés ou égaux entre les secteurs. Parce que si j'observe ce qui se passe en médecine avec toutes les technologies d'opération, de diagnostic, etc., et qu'en agriculture, je vois les drones qui dispensent les pesticides ou qui font de la surveillance aérienne, qui font de la photo qui est transformée ensuite. Si je vois tout ce qui se passe au niveau du séquençage d'ADN pour les plantes, on a la même chose pour les humains. Donc il y a un travail c'est plutôt parallèle. Alors ce qu'on pourrait regretter, c'est que peut-être que dans la vitesse de dissémination de l'agriculture, ça arrive chez le paysan un peu trop tard, quoi. Ça n'arrive pas aussi vite que le téléphone cellulaire où on change de puce, demain on passe au 2G, 3G, 4G. Mais qu'est-ce que cela implique pour la médecine? Qu'est-ce que cela implique pour l'éducation, pour l'agriculture? Je pense qu'il y a des impacts qui sont distribués et la façon dont ils sont distribués est peut-être questionnable. Parce qu'au niveau de l'agriculture, c'est plutôt lent. Ça allait d'être lent par rapport à d'autres secteurs, par rapport à l'automobile, par rapport au transport. Et là, vous essayez d'être trop diplomate là-dessus. Pardon? Vous essayez d'être trop diplomate quand vous dites un peu lent. Je ne suis pas trop diplomate. C'est lent dans le sens que, par exemple, toute la mécanique... Lent avec des conséquences quand même énormes sur... C'est au niveau de la dissémination. Oui. Par exemple, si je regarde ce qui se passe en laboratoire, qu'on a le séquençage d'ADN, on le fait pour les maladies des plantes comme on le fait pour les humains aujourd'hui. C'est presque la même technologie et on est légèrement plus avancé en laboratoire sur les plantes parce qu'on a beaucoup moins d'autorisation demandée que sur les humains. Donc là, c'est un domaine qui est hautement technique, le séquençage d'ADN. C'est-à-dire, par exemple, les manguiers, ils ont des maladies au Rwanda qu'on ne sait pas traiter. Alors, ça prend un séquençage d'ADN. Alors, si je remarque ce qui se passe en laboratoire, les gens sont déjà arrivés à ces techniques-là. Si je regarde au niveau des vaches laitières, par exemple, c'est un sujet à la mode ici, comment est-ce qu'on produit une race laitière là? Des vaches laitières, oui. Les travaux de génomique côté humain, c'est déjà assez avancé parce que les embryons, on peut les faire en laboratoire, on peut sélectionner, on peut faire du séquençage, on peut isoler les gènes des vaches qui vont produire les vaches. Donc là, on est plus avancé qu'en médecine parce qu'en médecine, ça prend des autorisations éthiques qui ne sont pas encore au rendez-vous, que pour les vaches, c'est déjà réglé. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Il y a des domaines pour lesquels les innovations atteignent moins rapidement les territoires d'opération, alors qu'au niveau global, il y en a, la science a avancé dans tous les domaines. Alors, en ce qui concerne notre préoccupation qui est la sécurité alimentaire, donc l'innovation au niveau des semences adaptées, l'innovation au niveau des techniques agricoles aussi. L'innovation, ça prend un changement de paradigme. On était en train de raisonner en termes de semences sélectionnées qui nous viennent d'Europe. Et notre collègue a introduit la notion de savoir traditionnel, de semences traditionnelles, sur laquelle on n'a pas fait suffisamment de recherche. Peut-être qu'ils auraient pu nous aider en temps de changement climatique. Alors, ça fait pas beau de mettre en avant les solutions africaines. C'est pas très beau. Personne ne veut entendre des approches que l'Afrique peut proposer. Soyons honnêtes. À l'heure où on est rendu, on n'a pas beaucoup de choix. Je vous donne un exemple très très simple. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai l'âge des Ibigega. Alors, quand moi je suis né, le stockage ne posait aucun problème parce qu'ils construisaient leur affaire là. C'est comme un truc, je ne sais pas quoi. Les greniers? Les greniers, voilà. Ouais, les greniers. Les Ibigega, les greniers traditionnels, ils conservaient le maïs, le sorgho, ils conservaient le manioc de façon très efficace. Je n'ai jamais eu d'aflatoxine chez moi parce que c'était construit avec un savoir traditionnel. Aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante: comment est-ce que le paysan qui est perdu sur une colline de Karongi, qui n'a pas accès à un système de stockage moderne, pourquoi ne pas revisiter ce savoir traditionnel, l'adapter à la situation du moment et s'assurer qu'il a un grenier qui est... Alors, là, le concept de grenier est très simple. Il suffit d'isoler les entrées d'air, l'oxygène, qui va permettre aux bactéries de prospérer. Alors si vous pouvez y produire un espace qui était clos et qui avait un truc où on pouvait aller chercher ensuite enfermer. Alors, j'ai vu on peut peut-être s'imaginer une adaptation au plastique aujourd'hui, ou une adaptation à d'autres matériaux qui sont disponibles. Mais on peut aussi rentrer en arrière et dire, écoute, le grenier traditionnel,
pouvait conserver sans aflatoxine pendant une année. Et le paysan qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut se payer le luxe de construire son grenier. Mais ce savoir était perdu. Parce que l'un des drames du colonialisme, c'était de dire faites table rase avec vos religions, vos techniques agricoles, faites table rase avec vos systèmes d'élevage. Nous, on a mené notre système. Alors, ben ça, aujourd'hui, il faut se donner le courage de dire écoutez, il y a lieu d'aller puiser chez nous quelque chose qui serait adapté à l'heure actuelle et qui répond aux besoins que nous avons. Et Dieu seul sait combien ils sont immenses. C'est très important. Prof, docteur Kanyami Bouka, je vous ai vu, vous vouliez rebondir sur ces propos par rapport à ce qu'il a dit. Le retour aux sources, aller puiser dans les valeurs traditionnelles, ça peut aussi être une des pistes des solutions? Non, surtout, je voulais appuyer le point sur l'aspect technique, les ordinateurs, les informations, les innovations qui dominent beaucoup plus dans le domaine débats technique voilà. Et non dans le domaine agricole. Je crois que c'est un problème d'échelle. Parce que le côté dans les bureaux, c'est restreint. Disons, on a quelques individus qui manipulent ces ordinateurs, mais l'innovation technique va passer par les ordinateurs. C'est un peu, comment dire... paradoxal. Paradoxal, parce que quand on parle d'innovation technique, il faut que les paysans puissent accéder aux informations rapidement, le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, on assiste à une pénétration spectaculaire, par exemple, des téléphones mobiles. Des téléphones mobiles oui. Avec les tâches. Voilà. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus avec les intellectuels. Voilà. Quand on va dans les campagnes, c'est surtout les intellectuels qui ont ces mobiles. Les autres sont toujours des mobiles qui sont très basiques, rudimentaires, voilà. très basiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une révolution par laquelle on doit passer parce que, en fait, surtout si on veut engager les jeunes aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus attirés par l'aspect technique, technologique, etc., etc. Et si il y a cette pénétration technique du digital au niveau rural, ça va engager beaucoup plus les jeunes dans le domaine agricole. Parce que pour le moment, le domaine agricole avec les jeunes, c'est beaucoup plus... c'est pour les plus âgés, vous voyez. Donc, il y a... Pourtant, le continent africain qui compte à ce jour, tout à l'heure on parlait des 60% des terres arables, mais c'est également 70% de la population africaine. C'est des jeunes âgés de moins de 35 ans. Voilà, donc c'est ce qu'on disait que il y a un potentiel, il y a une force de l'Afrique, mais c'est paradoxal parce que cette force des jeunes, il faut l'engager. Il faut donc trouver des moyens pour l'engager dans le domaine agricole. Et c'est ça qui va en fait révolutionner l'agriculture. Ce n'est pas la laisser aux parents, aux gens qui sont âgés. Il faut engager les jeunes pour qu'il y ait beaucoup plus d'innovation. Oui, beaucoup plus d'innovation, engager les jeunes, les encourager dans le domaine de l'agriculture qui semble avoir été abandonné. Mais lorsqu'on dit, ça nous ramène également à la question du chômage qu'on remarque chez les jeunes. Pourtant, à vous entendre tous les deux, à lire plusieurs rapports, le secteur agricole représente un secteur où, en tout cas, qui peut être une piste des solutions par rapport à la question de l'emploi à des jeunes, parce qu'il y a tellement d'opportunités. Mais maintenant, qui dit emploi, qui dit secteur agricole, c'est un des secteurs où la question de financement reste un problème réel. On pose la question sur la bancabilité du système du secteur agricole. Plusieurs institutions financières, vous qui êtes dans le domaine du business, restent très hésitants, dubitatifs par rapport au financement dans le secteur agricole, justement où les jeunes peuvent trouver des opportunités. Est-ce que c'est un secteur bancable? Si, c'est absolument bancable parce que si on regarde par exemple les exemples récents de ce qu'on appelait les cultures émergentes là,
qui sont exportés. Les avocats, j'ai vu la photo. Les avocats, oui. Je suis là-dedans, j'ai vu le piment, les épices, tout ce qui est générateur de revenus à l'exportation mérite d'avoir une attention plus soutenue. Qu'est-ce qu'ils craignent, ces institutions financières, professeur? Et aujourd'hui, pouvez-vous les regarder dans les yeux et leur dire qu'il n'y a rien à craindre? Voici ce qui manque dans notre écosystème bancaire. Là. Il y a 3 types de banques. Je vais m'attarder sur les 2 premiers. Le premier type de banque, c'est une banque agricole qui, elle, tiendrait compte des risques qui sont inhérents au secteur. Parce que les banques classiques... Donc une banque spécifiée dans le domaine. Il nous faut une banque agricole d'urgence en Afrique, là, partout dans les pays où il n'y en a pas, il faudrait qu'une banque... Parce que la banque agricole a la spécialité de collecter les informations, de prendre les risques dans le secteur, de s'entourer de garanties qui ne sont pas des garanties classiques pour le secteur du trading, par exemple, du commerce de détail. Est-ce que sous d'autres cieux, ce sont des banques qui ont fait leurs preuves? Oui, qui sont dédiées à l'agriculture. Dans d'autres pays, ça a fait leurs preuves? En général, ils ont le soutien du gouvernement pour promouvoir justement cette question de sécurité alimentaire. Pourquoi est-ce que les banques privées iraient dans l'agriculture? Ils n'ont pas d'appétit pour l'agriculture, tout simplement parce qu'ils ont d'autres choix. Et ce sont des banques privées. Moi, si j'étais directeur d'une banque, l'agriculture serait le cadet de mes soucis, à moins que je n'ai une subvention. Bon, on a commencé un modèle où certains bailleurs de fonds maintenant font transiter les crédits pour l'agriculture à travers les banques commerciales. Ça, c'est des courtisés. Mais il faudrait au moins qu'on ait une banque qui est dédiée à l'agriculture. Deuxième catégorie, c'est les banques d'investissement. La plupart des produits des projets agricoles, par exemple, le riz dans un marais, ça va être rentable au bout de 5-10 ans. Une banque qui te prête de l'argent à court terme, tu payes les taux d'intérêt, tu commences à payer après un délai de grâce de 4 à 5 mois. Ce n'est pas ça qui va faire l'agriculture. Il faudrait des banques qui s'engagent à plus ou moins long terme et qui sont par essence des banques d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut croire au projet, injecter de l'argent et attendre que... L'AFC fait la même chose ici. Vous entendrez les notions de equity finance ou de tout. Il nous faut quelqu'un qui amène de l'equity finance. Ensuite, il n'y a pas que les banques, il y a aussi tout le concept de marché des capitaux, de Agricultural Development Fund. Il faudrait que tout ce monde soit équipé à consommer ou à investir dans l'agriculture parce que ça prend des gens pour qu'on puisse mener tous la bataille de la sécurité alimentaire. Ensuite, pour les jeunes et l'innovation et les techniques, moi je suis dans une position légèrement différente de mes collègues. C'est que je considère la technologie comme un facilitateur. Je ne considère pas ça comme quelque chose, une panacée qui va résoudre le problème. Pour l'agriculture, comment est-ce que, par exemple, je donne un exemple concret, si on prend technologie, jeune, agriculture et sécurité alimentaire, on pourrait s'imaginer, par exemple, qu'on conçoit des algorithmes ou on appelle ça des applications aujourd'hui, qu'on construit une application, par exemple, qui permet aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays d'aller chercher les 4 ou 5 petites industries dans lesquelles ils sont actifs. C'est les œufs, les poulets, et ils vont élever des lapins, ils vont élever des trucs. J'aimerais avoir un smartphone, cliquer là-dessus dans l'application, et avec tous les avancées qu'on a aujourd'hui en intelligence artificielle, pouvoir générer mon plan d'affaires en 5 minutes. C'est-à-dire que je vais investir, par exemple, dans l'élevage, je ne sais pas quoi, pour n'importe quel truc. Je vais même cultiver du sorgho pour faire de la bouillie. Alors, cultiver du sorgho pour faire une farine qui serait commercialisée. Moi, je suis capable de concevoir un algorithme qui se transforme en application sur les portables, de façon à ce que mon intelligence artificielle derrière génère le plan d'affaires. Il sait combien il va gagner, il connaît les limites du personnel qu'il va engager, il connaît les fertilisants qu'il va mettre là-dessus. Bingo, quand tu cliques, en 5 minutes, tu as le plan d'affaires. Après, il faudrait que tu puisses t'adresser à la banque qui comprend, qui est outillé pour comprendre le même langage. Avec une connaissance. Avec ça, on peut faire décoller tous les jeunes là. C'est pas compliqué. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. Et comme j'ai dit au début, il n'y a personne qui fait une cartographie cognitive de la chaîne de valeur en disant voici les segments horizontaux, voici les segments verticaux et voici en stratégie ce qu'on peut faire. Ça, c'est très important là. Parce qu'on prend un morceau, on prend les semences et on croit qu'on a tout résolu. Voilà, malheureusement il faudra qu'il y ait un travail en synergie. C'est une chaîne des efforts, c'est une chaîne des connaissances. Et pour terminer, il y a une question qui divise quand même les opinions, la question du changement climatique. Il y a eu des engagements au niveau international, professeur. Chacun de vous, j'aimerais bien avoir un commentaire de votre part. Il y a eu des engagements, on a parlé des 100 millions de dollars que les grands du monde se sont engagés à verser chaque année pour justement aider et permettre le continent africain à pouvoir être ce continent solution par rapport à la question climatique. Est-ce que si ces financements n'arrivent pas,
puisque la question de la sécurité alimentaire nous concerne, ce sont nos populations qui en souffrent. Est-ce que l'Afrique a-t-elle les moyens de sa politique aujourd'hui de dire, écoutez, nous proposons un plan B pour gérer cette question, même si les autres ne donnent rien, nous on va avancer avec ça? Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, d'autres options. Il faut que la solution doit commencer d'abord par nos pays, par nos dirigeants, par des politiques, par la bien exécution des politiques nationales. Et c'est ça d'ailleurs que l'Union africaine propose que tous les pays aient une politique nationale qui doit être adaptée à l'exécution du plan d'action agricole au niveau d'Afrique. Donc, il ne faut pas tendre les mains en espérant que des solutions vont venir de l'extérieur. Absolument, absolument pas. Professeur Régide? Je suis du même avis. Je suis même plutôt extrême, un extrémiste quand je pense à ce qu'on doit recevoir d'ailleurs. Et pour deux choses. Je ne crois pas aux réparations, je ne crois pas au principe le principe du pollueur-payeur. Là. Ça fait depuis Tokyo qu'on traîne ça, ça fait une quarantaine d'années qu'on traîne ça. Donc les pollueurs, ils ne vont jamais, je crois que ce n'est pas demain la veille qu'ils vont payer. Alors, entre-temps, nous, on doit survivre. Si on doit survivre, oui, on continue la bataille du pollueur-payeur, parce que si vous entretenez vos forêts, vous entretenez la planète, donc il y a quelqu'un qui doit payer. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la bataille, il faut la continuer. Par contre, parce que les problèmes, c'est nous qui les gérons, il faut travailler aussi. C'est nous qui en souffrons. Il faut travailler à l'adaptation climatique. Donc en attendant les taxes carbone, en attendant tout ça, comment est-ce qu'on revisite nos systèmes de production? Comment est-ce qu'on cherche nos semences qui sont adaptées au changement climatique? Comment est-ce qu'on repense toute la question de pluie, de pluviométrie qui sont dérangées? Parce que dans les recherches ont démontré que parmi les questions qui affectent qui ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire, c'est la pluviométrie, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est notre système de production. Donc les déchets, la machine de gérer les déchets, tout le concept d'économie circulaire, on n'a pas eu le temps de l'évoquer ici, mais l'économie circulaire, donc la capacité de gérer nos déchets, etc., et notre capacité à gérer la pluie. La pluviométrie. Parce que maintenant, elle semble nous venir de façon désordonnée et incontrôlée. Ces deux éléments vont faire que il faut revisiter c'est tout un changement de paradigme. Écoute, 80% de la population rwandaise vit en dehors des lacs et des rivières. Vous n'allez pas me dire que nous allons faire de l'irrigation pour les 20% et les 80%. Donc, il faut déjà s'imaginer notre relation avec la pluie. Comment est-ce qu'on la capture? Comment est-ce qu'on... Un paysan normal au Rwanda, une famille normale de gens pauvres à la campagne, ils ont 100 mètres carrés de surface bâtie. Ils peuvent récupérer 100 mètres cubes d'eau. 100 mètres cubes par d'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec les 100 mètres? Comment est-ce qu'on les capte? Comment est-ce qu'on fait du rain catchment ou de la capture d'eau? Et comment est-ce qu'on l'utilise à des fins de sécurité alimentaire? Ça, c'est des changements de paradigme, de politique publique. Là. Et on rentre dans la quatrième dimension que je vous avais dit, la question d'agence. Donc l'agence, les politiques publiques, il a évoqué. Je ne l'ai pas entendu de notre ami à l'écran, mais il a évoqué ça. Mais l'accessibilité, le truc, les quatre piliers que je vous ai dit, les politiques, le changement de paradigme dans nos réflexions. C'est ça qui va nous faire gagner la bataille contre le climat. Ça, c'est très important. Il s'avère que c'est une question qui sera et qui restera toujours au centre des débats. C'est une question qui nécessite des solutions à long terme et surtout avec des efforts à conjuguer par tous les partenaires au niveau des gouvernements, des organisations non gouvernementales, société civile. C'est une question qui nous concerne tous, la sécurité alimentaire. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Dr Sam Kanyamibwa et également professeur Régide Karuranga pour cet éclairage et surtout des connaissances qui nous permettent de comprendre les enjeux sur la sécurité alimentaire. Grand merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Constantin Ouassé. En mon nom propre, je vous dis grand merci et l'émission Majuscule Propos, c'est à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.